Je voudrais en tout cas profiter de l'occasion pour tirer un certain nombre de réflexions et de questionnements. Je pense que les questionnements sont aussi importants que les propositions d'ailleurs, parce que un bon questionnement automatiquement entraîne de meilleures réponses potentielles, à partir notamment des vécus des uns et des autres partenaires du projet Ange, mais aussi suite à un webinaire précédent que j'ai fait pour Evalue, pour le projet Evalue européen, et qui a essayé de vous présenter, de vous donner en tout cas un premier aperçu de deux initiatives conjointes, à savoir celle d'un grand colloque où des experts internationaux en provenance du monde entier se sont réunis pour faire des analyses de cas, des réformes dans leur pays, et colloque qui a donné suite à un numéro de la Revue internationale d'éducation de Sèvres que j'ai coordonné et que je pense Marie-Jeanne a envoyé en tout cas aux partenaires du projet Ange. Il pourra être envoyé aux autres personnes qui suivent ce webinaire, évidemment. Oui, on le Et fera. aussi, et aussi tenir compte de la pandémie, des leçons que nous donne déjà la pandémie du Covid-19. Et il m'a paru opportun de partir d'une fable, non pas de La Fontaine, comme a dit Viviane, mais d'un certain Florian. Le thème de la fable a été repris ensuite par La Fontaine. Il s'agit effectivement d'une part d'un aveugle et d'un paralytique qui se retrouvent et à se plaindre de leur sort respectif. Et puis, à un certain moment donné, le paralytique dit, mais moi, je ne sais pas marcher, mais par contre, je vois. Toi, aveugle, tu sais marcher, mais tu ne vois pas. Et si nous utilisions nos forces respectives pour pouvoir enfin vivre un peu plus décemment et avoir un avenir meilleur. C'est un peu, dit en résumé, le contenu de la fable. Cette fable, vous pouvez la retrouver éventuellement dans un petit livre que je conseille à tous les formateurs et les enseignants. C'est le petit livre de Philo-Fables de Michel Pittman et de Philippe Lagostrière chez Albin Michel, et qui contient une série de fables et de contes en provenance du monde entier, et qu'il est intéressant parfois d'utiliser dans des occasions telles que celle-ci. Et cette fable de l'aveugle et du paralytique nous dit finalement que nous sommes tous quelque part aveugles, nous sommes tous quelque part paralytiques, et nous pourrions même ajouter, nous sommes tous quelque part sourds. Nous sommes effectivement aveugles quand nous ne voyons pas certaines choses qui sont pourtant là dans notre environnement, mais que nous ne voyons pas. Nous sommes aveugles quand nous rendons invisibles les autres. Et ici, je vous conseille aussi un petit livre qui est celui du philosophe allemand Honnête, qui a écrit un livre dont le titre est très évocateur, La société du mépris, et un autre livre de Ricoeur qui s'appelle Parcours de la reconnaissance. Et Honnête et Ricoeur ont associé leurs forces, qui ne se connaissaient pas, ont associé leurs forces et nous ont montré que notre société finalement engendre de l'invisibilité des uns vis-à-vis des autres. Et Ricoeur dit que c'est au contraire par la visibilité, par rendre visibles les uns et les autres, que nous pouvons faire une société qui ne soit pas une société du mépris. Et c'est très fréquemment que nous rendons invisibles les autres. C'est le cas, par exemple, lorsque nous sommes à plusieurs et qu'en fait, nous nous adressons uniquement à certains,
en laissant certains autres de côté, on les rend invisibles. C'est sans doute le cas aussi de nombreuses fois lorsque enseignants ou formateurs, nous sommes dans un groupe classe par exemple, un groupe de formation, et où nous nous adressons à des personnes, mais en fait, ces personnes-là sont invisibles parce qu'on ne les voit pas. On transmet quelque chose vraiment sans les voir. Et nous sommes paralytiques quand nous sommes paralysés devant l'inconnu, quand nous sommes paralysés devant les responsabilités qui s'accumulent, ou nous sommes simplement paralytiques lorsque nous sommes paralysés par la peur du changement. Le paralytique voit, l'aveugle marche. S'ils s'associent, s'ils deviennent partenaires, ils peuvent se préparer à un avenir meilleur. Et c'est un peu la leçon de tout ce webinaire que je voudrais évidemment commenter à travers un certain nombre de constats et de propositions. C'est un premier fondement que j'ai appelé métaphorique, un deuxième fondement qui est beaucoup plus scientifique et qui était une grande découverte pour moi. C'est la théorie des opportunités, l'Affordance Theory, qui a été vraiment mise à jour par biais sur la base des observations de ces analyses de l'apprentissage en milieu de travail et qui a été ensuite davantage développée en milieu de formation par mon ancien étudiant Étienne Bourgeois, professeur à Genève et à Louvain, dans un ouvrage publié aux presses universitaires de France, Le désir d'apprendre. Et cette théorie des opportunités est vraiment extrêmement importante pour nous et pour notre réflexion, que nous soyons partenaires du projet Ange ou pas. Cette théorie est importante parce qu'elle distingue 5 niveaux. Le premier niveau dit que dans tout environnement, quel qu'il soit, comme un environnement de travail, mais aussi dans d'autres environnements, il existe des opportunités d'apprendre. Et les environnements sont plus ou moins proches d'opportunités d'apprendre. Et c'est donc important, par exemple, pour un enseignant, un formateur, de se demander quelles sont les opportunités présentes ou quelles sont les opportunités qu'il a insérées dans l'environnement de travail qui est le sien. Et donc, créer déjà un environnement riche en opportunités d'apprendre, c'est déjà un levier extrêmement important. Et on pourra tantôt faire allusion aux opportunités d'apprendre que, par exemple, le projet Ange a permis de nous donner. Un deuxième niveau, il ne suffit évidemment pas qu'il y ait des opportunités d'apprendre dans notre environnement de travail, encore faut-il que nous ayons accès à ces opportunités d'apprendre. Un exemple très classique, dans beaucoup d'établissements, il existe une liaison à Internet, mais est-ce que cette liaison, par exemple, est accessible et par qui est-elle accessible? Et donc, au-delà d'un environnement riche en opportunités, encore faut-il que ces opportunités soient accessibles et qu'on sache qu'elles soient accessibles. Un troisième niveau d'opportunité, c'est la perception que les acteurs ont de la valeur de ces opportunités. Il peut y avoir des opportunités dans un environnement, elles peuvent être accessibles, mais si je n'en perçois pas la valeur, l'utilité, eh bien, il est évident que cette opportunité est vaine pour apprendre. Un quatrième niveau extrêmement important, c'est une fois que j'ai perçu ces opportunités, qu'elles me sont accessibles, que j'en perçois la valeur pour apprendre, est-ce que je vais effectivement les mobiliser? Beaucoup de personnes, éventuellement, perçoivent très bien l'opportunité, son accès, sa valeur, mais ils ne les mobilisent pas pour apprendre. Quelles sont donc les opportunités
que je mobilise? Et enfin, un dernier niveau, c'est évidemment, est-ce que je mobilise efficacement ces opportunités pour apprendre? Et là, on sait déjà par d'autres travaux que l'accompagnement des personnes est extrêmement important pour permettre à des opportunités mobilisées de rendre cette mobilisation efficace. Et donc, une première conclusion que je répète, c'est que l'aveugle et le paralytique ont besoin de s'associer pour identifier, faire part des opportunités, les opportunités pouvant être des opportunités matérielles, des opportunités logistiques, mais beaucoup d'opportunités sont des opportunités en termes de ressources humaines. Et donc, l'aveugle et le paralytique que nous sommes souvent, eh bien, peuvent s'associer pour identifier les opportunités, pour les rendre accessibles. C'est un des rôles d'ailleurs de la gouvernance, de mettre des opportunités et de les rendre accessibles, d'en percevoir la valeur, de les mobiliser et de les mobiliser efficacement. Un troisième fondement sur lequel je voudrais m'appuyer, c'est les résultats des travaux des experts sur réformer l'éducation, à partir notamment du numéro qui est désormais exceptionnellement en accès ouvert. Les éditions Didier nous ont permis, compte tenu des circonstances, de rendre ce numéro exceptionnel, accessible à tout le monde. Quand vous allez voir les experts, les noms des experts qui sont associés à ce numéro-là, je pense que vous aurez envie de lire. Et d'abord, ces experts distinguent bien deux sens au concept de réformer l'éducation. Un premier sens qui est partagé par un certain nombre de pays, dont la France notamment, par exemple, c'est que réformer signifie pour ces pays un processus de changement qui est planifié par les autorités, par ce qu'on appelle le top-down. Et l'OCDE, qui a écrit un article dans ce numéro, par exemple, mentionne que ces dernières années, il y a eu plus de 500 réformes qui sont des réformes conçues comme des processus de changement planifiés par les États. Mais qu'aucune, je dis bien aucune de ces réformes n'a obtenu les effets souhaités, ou en tout cas pleinement les effets souhaités. Et que même ces réformes ont souvent eu quelques effets délétères sur les acteurs de terrain qui ont simplement détourné le plus souvent les réformes à leur profit ou en fonction de leur contexte, ou ont aussi entraîné des effets délétères du type du ras-le-bol devant la multiplication des réformes, qui sont d'ailleurs dans la plupart des cas même pas évaluées, et les réformes se suivent les unes après les autres. C'est donc une leçon importante que nous apporte là l'OCDE. Un deuxième sens du concept de réforme, c'est un concept qui est davantage présent dans les pays anglo-saxons, comme nous l'ont montré d'ailleurs beaucoup d'études de cas de pays comme ou de régions comme l'Ontario, comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Inde et comme beaucoup d'autres encore. La réforme est conçue comme un processus de changement produit par les acteurs locaux sur la base d'une conscience situationnelle. Le terme est d'Andrew Hargrave, qui est un grand expert, d'une conscience situationnelle des besoins contextualisés, conscience situationnelle par un collectif d'acteurs locaux internes et externes. On a là une conception beaucoup plus pragmatique. Des acteurs locaux, internes ou externes, se saisissent d'un problème, de besoins vraiment bien identifiés,
et ensemble s'associent, se constituent en partenaires pour essayer de répondre autant que possible de façon contextualisée aux besoins qui ont été identifiés. Et ces études de cas montrent qu'il y a, d'une part, des effets visibles vraiment sur la réponse aux besoins locaux, mais que ces effets restent souvent confidentiels, restent enfermés autour des acteurs internes et externes qui ont mis la main à la pâte, qui ont eu des effets, mais ces effets restent confidentiels. Que souvent aussi, ces processus ne sont pas transférés ailleurs, sauf lorsque ces processus sont connus, reconnus, soutenus et largement communiqués, par exemple par ce qu'on va appeler tout à l'heure la strate de la gouvernance du milieu, ou mieux encore par les autorités ministérielles, par exemple. Et donc, une leçon à tirer de cela, c'est qu'il est important de mettre en place un mouvement qui part du terrain, des acteurs locaux, donc bottom-up, comme on appelle ça régulièrement dans les écrits. Donc, un mouvement qui part des acteurs locaux et qui remonte vers les strates supérieures et réciproquement par justement comment dirais-je, des actions de reconnaissance, de soutien et de communication redescendent vers les acteurs de terrain, vers différentes strates d'acteurs de terrain. Et ceci permet de co-construire une vision et même ce que Denis Meuret, dans ce numéro spécial, appelle des récits mobilisateurs coordonnés. Ce sont des récits. Les récits qui sont des récits contextualisés suivant les milieux, suivant les situations, et qui se coordonnent éventuellement avec des récits qui sont des récits plutôt produits par les autorités supérieures. Il y a donc là un travail, un mouvement de bas vers le haut, du haut vers le bas, et un mouvement de coordination autant que possible. C'est donc une leçon extrêmement importante. Un quatrième fondement, c'est vos réflexions, nos réflexions, en termes de continuité pédagogique pendant le confinement. On a beaucoup parlé de continuité pédagogique. Les autorités ministérielles dans chaque pays a voulu instaurer une continuité pédagogique. Mais quels sont les effets? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement en termes de continuité pédagogique? Il existe maintenant, j'en ai encore reçu un hier de la part de l'OCDE qui a mené une enquête auprès des chefs d'établissement et des inspecteurs de 59 pays, si ma mémoire est bonne, sur les actions de continuité pédagogique pendant le confinement. À mes yeux, les chiffres qui sont donnés dans ces enquêtes-là ne donnent pas une image véritablement exacte de la situation. Ce sont les chefs d'établissement, ce sont des inspecteurs qui ont donné une image des actions entreprises et qui sont surévaluées par rapport à la situation réelle existante. Beaucoup plus intéressantes sont par exemple des enquêtes qui sont menées auprès des élèves eux-mêmes. C'est le cas par exemple d'une enquête tout à fait récente qui a été menée par un laboratoire de l'université de Cergy-Pontoise, par François et Jean-Louis Durper, et qui nous donne quelques résultats importants de cette enquête, fait auprès de 3000 collégiens français. J'ai lu d'autres enquêtes par ailleurs qui donnent à peu près le même topo. Le premier résultat essentiel, c'est de dire
que la continuité pédagogique qui a été exercée révèle en fait une hiérarchie disciplinaire entre les disciplines. Ce sont surtout le français, les maths et les langues vivantes, par exemple en France, qui ont été l'objet de la continuité pédagogique la plus importante. Éventuellement complétée, mais de façon nettement moins importante, par les actions menées par les professeurs d'histoire géo et des sciences. Mais par contre, les autres disciplines ont sombré. D'autre part aussi, il y a une quasi inexistence des travaux interdisciplinaires. Il n'y a aucune éducation aux médias, alors que les élèves ont beaucoup écouté les médias, ont beaucoup vu la télévision, ont beaucoup vu de choses sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, c'est un premier constat extrêmement important qui doit effectivement attirer notre attention. Un deuxième résultat important, c'est que, et cela, je fais référence pour ceux qui l'ont écouté au webinaire, l'excellent webinaire de Marcel Lebrun, il y a eu importation du modèle traditionnel du présentiel dans l'enseignement à distance, et l'enseignement à distance qui a assuré la continuité pédagogique. Et donc, c'était un processus essentiellement de transmission, à travers notamment le fait que les enseignants ont livré des travaux aux élèves à domicile, avec plus ou moins de suivi, de correction, avec plus ou moins d'aide personnalisée la plupart du temps. C'était plutôt de la correction collective. En France, par exemple, le moyen utilisé, ça a été l'ENT, l'environnement numérique de travail, qui était auparavant relativement très peu sollicité par les enseignants et qui a vu son appel monter en puissance pendant le confinement. Et donc, on peut retenir déjà ceci, c'est que le diagnostic posé par les enfants est de loin beaucoup plus précis, beaucoup plus exact que le diagnostic tel qu'il est posé dans les enquêtes auprès des chefs d'établissement et des enseignants. Non pas que ceux-ci veulent tromper, mais ils n'ont pas une exacte vision de ce qui se passe concrètement. Quelles sont les propositions que François et Jean-Louis Durper font pour le collège d'après? Ils font 3 propositions. La première, c'est de repenser la hiérarchie des disciplines scolaires. En partant du fait qu'il importe de donner les clés de compréhension du monde, en sachant que les élèves sont branchés sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais ça ne veut pas dire que leur branchement sur les réseaux sociaux, sur Internet, leur donne nécessairement les clés de compréhension du monde. Et donc, l'école a encore un rôle à jouer, le collège, par exemple, a un rôle à jouer à ce niveau-là, mais à condition que cette compréhension du monde se fasse à partir d'angles différents, comme le dit très bien Edgar Morin, d'angles différents qui sont mis en relation et qui mettent en relation justement d'une part ce qui se passe au niveau de la cognition de son esprit, au niveau de son corps, au niveau de l'autre, au niveau de la planète, au niveau de l'inconnu. Donc la relation à sa cognition, à son corps, à l'autre, à la planète et à l'inconnu. Et il donne par exemple l'exemple que mieux comprendre la relation à son corps et à l'autre, ça peut se faire notamment par l'éducation physique et sportive. L'éducation physique, la relation à son corps, la relation à l'autre par le sport, par exemple, par le sport collectif. Que la relation à, à son corps, à la planète et à l'inconnu peut se faire à travers
une action interdisciplinaire et par les enseignants de sciences de la vie et de la terre, et il multiplie ainsi les regroupements de disciplines qui peuvent se faire pour essayer de mieux comprendre ces différents types de relations. Le principal obstacle que révèle effectivement cette enquête, mais que révèlent aussi les analyses de cas que nous avons menées dans le cadre du colloque et du numéro spécial dont je vous ai parlé, c'est le fait que dans trop de lieux, dans trop de pays d'ailleurs, il y a encore une culture et une identité des enseignants trop exclusivement disciplinaires. C'est le cas typique en France où les enseignants ont une identité qui est caractérisée simplement par le fait de maîtriser, de transmettre sa discipline. Dans d'autres pays plus anglo-saxons, ce n'est pas la maîtrise de la disciplinaire qui est la caractéristique principale de l'identité professionnelle, mais c'est plutôt la compétence à savoir faire apprendre. Et donc, c'est là une première chose très importante, cette culture, cette identité disciplinaire est souvent un obstacle majeur et qu'il s'agit effectivement de combattre. Et le deuxième obstacle, c'est la culture du travail solitaire. Nous avons eu un très bon webinaire avec Vincent Duprier pour ceux qui l'ont suivi, hein, et qui montre que finalement, la forme scolaire, c'est comme une boîte à œufs. Une boîte à œufs, c'est des comportements avec des œufs qui sont bien protégés, bien isolés les uns des autres. Et il y a vraiment une indépendance entre les œufs, il ne faut pas que les œufs se cassent. Je dis même parfois plus, je dis que la forme scolaire telle qu'il existe traditionnellement, elle se caractérise à la fois par la façon de gérer l'espace, le temps et le contenu. La gestion de l'espace, un établissement scolaire, qu'est-ce que c'est? C'est une série de boîtes, de locaux, qui sont juxtaposés les uns à côté des autres ou superposés les uns au-dessus des autres. En termes de gestion du temps, c'est un horaire, en plage horaire, qui fonctionne indépendamment des unes des autres et qui sont consacrés essentiellement et exclusivement, pratiquement, à une transmission de sa discipline. Et la gestion du contenu, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de disciplines juxtaposées, indépendantes. Et même chaque discipline elle-même est un ensemble de sous-disciplines ou un ensemble de chapitres. Et chaque chapitre est un ensemble de leçons qui sont souvent aussi juxtaposées les unes aux autres. C'est vraiment l'idée de la boîte à œufs. Et donc, autre obstacle, c'est que très souvent, c'est le pouvoir de l'État central, un pouvoir top-down, qui domine tout et qui est souvent d'ailleurs détourné par les enseignants ou par les responsables. Et donc, une leçon très importante que moi je retire, François et Jean-Louis Durper ne le présentent pas comme cela, mais je le déduis, il s'agit, me semble-t-il, de s'autoriser à transgresser la forme scolaire rigide. Et je donnerai quelques exemples, notamment à partir de projets qui ont été primés par la reine Paola de notre pays et qui étaient accordés justement à des établissements scolaires qui ont justement brisé la forme scolaire traditionnelle, ils l'ont transgressée sans cependant être des révolutionnaires. Deuxième proposition pour le collège d'entrée de François et Jean-Louis Durper, c'est de coordonner les enseignants et les enseignements et les enseignants, en se fondant sur le fait que tant
le collège en présentiel que le collège à distance est un ensemble d'enseignants qui travaillent seuls, que la distance, comme l'a dit très bien Marcel Lebrun, domine la présence tant dans l'enseignement à distance, évidemment, mais aussi, et je dirais même surtout souvent, dans l'enseignement en présentiel. Euh, un enseignant devant sa classe, très souvent, introduit une distance entre lui, le sachant qui transmet, et les élèves qui sont devant lui sur des pupitres qui sont juxtaposés les uns et les autres et sans aucune interaction véritablement ni avec le prof, ou alors des interactions uniquement de sachant à actant, ni entre les élèves entre eux. Et donc, cette distance caractérise le présentiel, comme l'a dit très bien, je pense, Marcel Lebrun. Et il n'est pas impossible que certains enseignants de très grandes compétences dans l'enseignement à distance sont parvenus parfois à intégrer dans l'enseignement à distance davantage de présence qu'ils ne le faisaient au sein de leur classe proprement dit. On peut tirer un certain nombre de conséquences. Une première, c'est de pouvoir promouvoir l'intégration des disciplines. Bon, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, mais François et Jean-Louis Dupert parlent par exemple, un exemple typique, c'est le champ techno, physique, chimie, SVT par exemple. Mais ça implique que les enseignants se parlent, travaillent ensemble. Jean-François et Jean-Louis Durper proposent de reconfigurer le rôle des professeurs principaux comme coordinateurs, comme animateurs de réunions, de groupes de travail entre les enseignants et comme médiateurs pouvant justement prendre distance par rapport à ce que les uns et les autres disent afin de mettre de la cohérence entre les différentes actions. Je pourrais vous raconter des tas d'expériences que j'ai vécues sur les dégâts que l'absence de coordination, par exemple, des professeurs d'une même discipline, l'enseignement des langues, pour l'avoir bien vécu, pour avoir fait une évaluation externe et en même temps pour l'avoir vécu à travers mes enfants, les dégâts que peuvent provoquer l'absence de coordination entre les enseignants d'une même discipline parfois. Il s'agit aussi, selon lui, de reconfigurer la gestion de l'espace et du temps en conséquence. Je me souviens, et je pense que si Isabelle de Bourbou était là, elle se souviendrait de l'enquête que Bernard Hugonnier et moi avons fait dans les établissements de Gironde, où les professeurs les plus innovants se plaignaient de l'obstacle principal pour leur travail, c'était l'absence de lieu pour se réunir, pour se coordonner, c'est l'absence de plage prévue dans l'horaire pour faire ce type d'atelier de travail, de préparation, de coordination. Les obstacles, de nouveau, c'est la culture et l'identité disciplinaire, c'est la culture du travail solitaire, c'est la forme scolaire, cette fameuse boîte à eux, c'est la peur de s'autoriser à. Et donc, je pense que nous devons tirer une leçon. Nous avons tous, que nous soyons enseignants, documentalistes, chefs d'établissement, formateurs, administrateurs, etc., à nous autoriser à sortir, à transgresser quelque peu cette forme scolaire. On a des exemples dans Ange, je pense que Jean Duchesne, qui a interviewé la plupart des partenaires du projet Ange, peut nous donner des exemples où les enseignants se sont autorisés à sortir de la boîte à eux, à sortir du travail solidaire.
Je vais donner un exemple de la frite scientifique. C'est un projet, vous savez, les Belges ont la réputation d'être un peu surréalistes. Le premier prix de la Fondation Reine Paula, dont j'étais le président de jury, et qui a été remis par la reine le 24 juin 2020, est attribué à un projet d'établissement situé dans le Pays Noir en Belgique, une ancienne région charbonnière, où il y a beaucoup de publics fragilisés et où, dès le premier cycle de l'enseignement secondaire, une équipe d'enseignants se sont réunis et avec les élèves ont décidé de faire quelque chose d'extraordinaire qui impliquerait en même temps de la maths, des sciences, de la technologie, du français, etc. Et ils ont d'abord modifié la gestion de l'espace. Ils ont créé ce qu'on appelle une classe atelier. J'en connais d'autres ailleurs. Je trouve ce projet extrêmement intéressant. Une classe atelier, c'est un local assez grand, dans lequel il y a différents coins, des coins pour la technologie avec des machines, etc., des coins pour pouvoir se réunir en petits groupes, en grands groupes, et où sont présents à la fois les professeurs de maths, de physique, de chimie, de techno, de français. Il y a au moins toujours deux professeurs présents, ou un professeur plutôt scientifique ou technologique et un professeur de branche générale. Et avec les élèves, ces enseignants ont décidé, puisque c'était une année de l'espace, de faire un projet qui a trait avec l'espace. Et ils ont décidé de construire une frite avec tous les matériaux du bord et d'envoyer cette frite dans l'espace à la recherche du sel. On mange des frites avec du sel. Et c'est une frite scientifique parce qu'elle allie toute une série de savoirs et de savoir-faire dans les différentes disciplines que j'ai présentées. Et ils ont construit effectivement une frite au-dessus duquel ils ont d'ailleurs mis une figurine qui représentait d'ailleurs le premier astronaute belge envoyé dans l'espace, un certain Dirk Frimouth, qu'ils ont d'ailleurs fait venir dans leur établissement. Ils ont été voir un grand musée de l'espace qui est en Belgique. Ils ont discuté avec ces personnes-là, etc. Et ils ont passé leur année où tout le programme, tout le curriculum, toutes disciplines confondues, a été tourné vers la construction, vers ce projet d'envoyer une frite scientifique avec le portrait de Dick Frimouth dans l'espace, à l'aide d'un ballon sonde que leur a prêté d'ailleurs l'Institut météorologique de Belgique, avec qui ils ont eu d'ailleurs des contacts. Voilà un titre d'exemple, mais je pourrais vous raconter d'autres projets qui ont été envoyés à la Fondation Reine Paula pour ce fameux prix. Ces personnes se sont autorisées à sortir de la forme scolaire, de la boîte à eux. Troisième proposition de Jean-François et Jean-Louis Durper, c'est de dire qu'il faut repenser la relation éducative au sein d'espaces éducatifs conçus pour le bien-être. Cette notion de bien-être est très souvent absente de nos établissements scolaires, sauf sur papier, évidemment. Il y a d'ailleurs un article dans la revue précitée tout à l'heure que vous pouvez lire de Stéphane Foin, le directeur adjoint de France Éducation Internationale, anciennement le CIEP à Sèvres, et de Roger François Gauthier, l'inspecteur général, qui montre bien que la finalité principale d'un curriculum devrait être le bien-être.
que la qualité d'un apprentissage est étroitement liée au bien-être. Et on se fonde ici sur le fait que l'école est vraiment un lieu de socialisation pour les élèves. Tout le monde le reconnaît d'autant plus pendant et après la phase de confinement du Covid-19. Il a manqué aux élèves cet environnement de socialisation. Mais si on regarde attentivement ce qui se passe dans la plupart des établissements scolaires, beaucoup moins dans l'enseignement primaire, surtout au niveau des petites classes, cette socialisation pour les élèves se produit le plus souvent hors de la classe, dans les classes de récréation, à la porte de l'école et éventuellement à travers les réseaux sociaux. La forme scolaire est pensée et les enseignants sont formatés pour donner des réponses disciplinaires et non pas pour donner des réponses aux questions relationnelles telles qu'on disait tout à l'heure. Ces questions qui se posent aux élèves, aux parents et aux enseignants eux-mêmes. Il faut donc, disent ces deux auteurs, organiser l'école comme lieu de vie et d'apprentissage, c'est-à-dire un ensemble d'espaces, de lieux de vie, dont sans doute dans des pays comme la France, où l'espace documentaire, aussi comme lieu de travail, doivent être sans doute utilisés, voire même repensés. Et que, par conséquent, il faut repenser pas seulement la mission des enseignants dans ce cadre-là, mais aussi la mission des personnels de la vie scolaire et des documentalistes et de leurs échanges, notamment avec les enseignants, car ces personnels sont des médiateurs d'éducation, de culture et de méthode. Je voudrais vous raconter une brève anecdote. J'ai eu la chance d'assister au colloque du 20e anniversaire des politiques d'éducation prioritaire en France il y a un certain nombre d'années déjà. Le colloque avait été merveilleusement organisé. Au-delà d'une enquête qu'ils avaient faite, ils avaient demandé aux experts présents à ce colloque, pendant une journée, de visiter 2 établissements en politique d'éducation prioritaire. Le matin l'une, l'après-midi l'autre. Un des 2 établissements scolaires était un établissement qui faisait faire peu, voire pas de progrès, voire même des régressions aux élèves dont il avait la charge. Et par contre, un autre établissement scolaire qui parvenait effectivement à faire progresser ses élèves. Rien qu'en rentrant dans l'établissement scolaire, nous avions déjà compris que nous étions dans 2 climats d'établissement totalement différents. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà ressenti ça. Vous rentrez dans un établissement inconnu et vous sentez déjà certaines choses. Et nous avons la première personne que nous avons rencontrée, c'était au pas d'école, quelqu'un qui accueillait les élèves, qui accueillait les parents, qui discutait avec eux. Et lorsque nous lui avons demandé de rencontrer le directeur, eh bien, il nous a donné la voix. Et le directeur, le premier réflexe qu'il nous a fait, c'est pas moi que vous devez rencontrer en premier, ce sont les enseignants. Ils sont justement en réunion de travail. Et lorsqu'on interroge ces enseignants, ils nous ont dit, nous ne voulons pas partir de cet établissement en éducation prioritaire parce que ici, nous avons l'occasion de travailler ensemble, de pouvoir exposer les difficultés que nous avons, de les résoudre ensemble, et nous avons un directeur qui fait tout pour nous éviter que nous ayons le moins éviter les difficultés que nous rencontrons et pour nous donner autant que possible des ressources pour répondre à nos difficultés. Et ce même directeur que nous avons interviewé nous disait qu'il voulait que son établissement soit un établissement dont l'environnement
se contraste radicalement avec l'environnement de vie des élèves, que ce soit un établissement qui soit perçu comme professionnel par les élèves, comme professionnel par les parents. Et que, par exemple, le rôle de, du concierge, que le rôle du personnel à table, par exemple, à la cantine, était aussi important que le rôle de l'enseignant, que le rôle des chefs d'établissement, que ce personnel-là avait un rôle éducatif et relationnel aussi essentiel que les enseignants. C'était une leçon de vie extrêmement importante pour moi et pour mes collègues qui avons visité, par exemple, ce type d'établissement. Et donc, organiser l'école comme lieu de vie d'apprentissage, c'est donc créer un ensemble d'espaces qui permettent effectivement des échanges, des relations entre les élèves, entre les enseignants, entre les différentes personnes, entre eux et entre elles également. Repenser aussi les missions des personnels de la vie scolaire et des documentalistes, comme on l'a dit, comme médiateurs d'éducation et de la culture. Et donc, de nouveau, ce sont toujours les mêmes obstacles pour pouvoir créer l'établissement comme lieu de vie. Et il s'agit, selon nous, de pouvoir créer des espaces, des moments de relations triangulaires et d'éviter autant que possible les relations binaires de sachant à actant. L'enseignant, le sachant vis-à-vis des élèves actants. Le chef d'établissement sachant vis-à-vis, par exemple, des enseignants ou d'élèves, ou du chef d'établissement ou de l'enseignant vis-à-vis des parents. Les parents savent des choses que l'enseignant ne sait pas, et réciproquement. Hein. Et cela à tous les niveaux, que ce soit au niveau local ou à des niveaux supérieurs. Et donc, créer des espaces et des temps de rencontre est vraiment essentiel. Alors, je voudrais développer très brièvement certains des points avant de terminer. Mon hypothèse au point de départ pour préparer l'éducation de demain est double. La première, c'est que nous savons bien que ces dernières années, nous avons vécu des mutations sociétales avec des mutations liées à l'environnement, à la migration, avec la mondialisation et la globalisation, des mutations sociétales sanitaires, évidemment, avec ce que nous vivons maintenant avec le Covid, par exemple, des mutations technologiques où le monde numérique s'est accéléré à une vitesse énorme et va s'accélérer encore davantage. Et donc l'accélération va se poursuivre. Elle va encore être d'ailleurs plus forte qu'elle ne l'a été, hein. Notamment grâce à la pandémie du Covid-19. Est-ce que l'école va tenir compte de ces mutations ou va vouloir retourner comme dans le monde d'avant? Mais le monde ne sera plus le monde d'avant. La deuxième hypothèse, c'est que les experts nous disent qu'on doit s'attendre à d'autres pandémies et à des mutations insoupçonnées, encore beaucoup plus importantes, notamment suite aux dérégulations climatiques. Je lisais encore ce matin qu'un expert venait d'avoir un contact avec un expert chinois qui disait que déjà entre en lice un nouveau virus, le G4H1N1, issu justement des élevages porcins, notamment en Chine, et qui sera sans doute encore plus ravageur que ne l'est actuellement le Covid-19. Les Chinois nous disent que crise signifie en chinois opportunité. Est-ce que l'école va se servir des crises comme opportunité pour préparer l'éducation de demain progressivement, plutôt que de tenter de revenir à l'éducation de hier? C'est là un enjeu que je vous soumets. Et je voudrais développer
quelques propositions beaucoup plus sous forme de questions, car les réponses, c'est chacun de nous, dans nos contextes, qui devons les donner, les construire, les ajuster au fur et à mesure. La proposition numéro 1, c'est évidemment que les aveugles et les paralytiques s'associent, de multiplier les partenariats et les triangulations, de construire une nouvelle fable des aveugles, des paralytiques et des sourds, c'est-à-dire de sortir du travail solitaire, de promouvoir le travail solidaire, ne pas travailler sans, ni contre, ni même, mais avec les acteurs. Et cela au niveau de la strate des acteurs locaux. Et donc, je développe quelques questions fondamentales qu'il est bon que chacun d'entre nous, enseignants, formateurs, chercheurs, chefs d'établissement, experts de projets européens, avons à nous poser en fonction du lieu de travail. Au sein du projet Ange, avons-nous suffisamment travaillé avec les élèves, pas simplement pour les élèves, forcément pas contre les élèves, ni sans les élèves, mais avons-nous suffisamment travaillé avec les élèves? Et connaissons-nous les capacités distinctives des élèves? Ce concept de capacité distinctive, mes chers, depuis que je l'ai lu dans un petit livre sur la démocratie, un petit livre de John Dewey, que les francophones commencent à connaître. Une capacité distinctive, dit John Dewey, c'est le fait que chacun d'entre nous a une capacité que les autres n'ont pas et qui le distingue des autres. Et John Dewey ajoute une chose extrêmement importante, cette capacité distinctive doit être mise au service du groupe. C'est le fondement de la démocratie. Et elle se construit déjà au sein de l'école, au sein de la famille, au sein de l'école, avant de se construire au sein de la société. Et donc, si je suis enseignant, si je suis formateur, connaissons-nous les capacités distinctives des élèves ou des personnes que nous avons en formation? Si je suis chef d'établissement, est-ce que je connais les capacités distinctives de mes enseignants et pourquoi pas de mes élèves qui ont beaucoup à m'apprendre à moi, chef d'établissement? Avons-nous créé des partenariats avec nos élèves, avec nos personnes en formation, avec nos enseignants en fonction de leurs capacités distinctives? L'aveugle a une capacité distinctive de celle du paralytique et le paralytique a une capacité distinctive de celle de l'aveugle. Et surtout aussi, si nous avons effectivement identifié ces capacités distinctives, si nous les avons mis en partenariat, avons-nous appris de ces partenariats, de ces différentes capacités distinctives mises en partenariat? Et donc le raisonnement que je viens de tenir vaut aussi avec les enseignants. Est-ce que nous connaissons les capacités distinctives de nos enseignants ou de nos formateurs? Avons-nous créé des partenariats avec eux? Et la réalité de beaucoup d'établissements, la réponse est malheureusement trop souvent négative. Et avons-nous appris de nos collègues enseignants, si je suis enseignant ou formateur, si je suis chef d'établissement, si je suis formateur externe par exemple, si je suis inspecteur? Est-ce que l'inspecteur apprend des enseignants? Ou bien il se considère comme sachant vis-à-vis des enseignants? Les enseignants ont beaucoup de choses à apprendre aux inspecteurs, comme l'inspecteur a sans doute beaucoup de choses à échanger avec l'enseignant. Au sein du projet d'établissement, est-ce que les acteurs locaux, les élèves, les enseignants, les responsables dans l'établissement, les documentalistes et autres, ont-ils établi des partenariats avec des acteurs externes? Connaissons-nous les capacités distinctives des acteurs externes? Avons-nous appris des acteurs externes? Je voudrais encore faire référence à un autre projet
qui faisait partie des lauréats de la Fondation Reine Paula, c'est le partenariat qui s'est établi entre un établissement de la ville de Liège avec les musées de la ville de Liège, où les musées de la ville de Liège ont des capacités distinctives que n'ont pas même les meilleurs enseignants de cet établissement scolaire. Ils ont des ressources, notamment langagières, physiques, ils ont éventuellement des appareils, des machines, etc., que n'ont pas les établissements scolaires. Ils ont des animateurs qui sont habitués à faire des ateliers avec des adultes, avec des jeunes, qui ont réussi effectivement à mobiliser leurs ressources internes pour pouvoir faire apprendre à leurs visiteurs, notamment aux jeunes. Et ils ont créé des échanges où, d'une part, les enseignants préparent la visite, assistent avec leurs élèves aux ateliers animés par des animateurs du musée, et ensuite parviennent à donner toute une série de travaux suite à l'enthousiasme des élèves, en liaison étroite avec ce qu'ils ont appris et les questions qui se posent encore suite à la visite du musée. Voilà un exemple parmi beaucoup d'autres que je pourrais citer. Avec la strate de la gouvernance du milieu, les interfaces, les inspecteurs, les conseillers, les formateurs, les acteurs de la communauté locale, beaucoup d'analyses de cas du colloque que je citais sont justement des analyses de cas où les établissements scolaires, pour répondre à leurs besoins, sont associés à des communautés locales qui vivent à peu près les mêmes difficultés, les mêmes besoins, qui se sont associés. Au sein du projet Ange, avons-nous suffisamment établi des partenariats avec les différents acteurs externes qui existent? S'agit-il de vraies relations partenariales? Je pense que Jean Duchesne pourrait, à partir des interviews, citer sans doute des vraies relations partenariales qui se sont établies au sein du projet Ange. Moi, je pense à des relations, par exemple, partenariales, par exemple, entre l'établissement de formation technique et professionnelle de Saint-Vith avec les entreprises de la région, par exemple, où les relations ne se sont pas établies en tant que moi, établissement scolaire, je sais, vous, entreprise, vous ne savez pas, ou inversement, moi, entreprise, je sais, et vous, vous ne savez pas. Les uns et les autres savent des choses que l'autre ne sait pas ou ne sait pas faire. Au sein du projet Ange, connaissons-nous les capacités des actifs, des acteurs de la strate de gouvernance du milieu et des différents partenaires du projet Ange? Et avons-nous appris grâce à eux et ont-ils appris? Il y a eu plusieurs activités extrêmement passionnantes au sein du projet Ange. Avons-nous identifié les capacités des actifs qui nous permettent d'apprendre dans nos lieux respectifs de travail? Et avons-nous mis en place ces partenariats? Avons-nous appris? Là, de nouveau, je pense à certaines visites de partenaires. Je sais que certains nous ont dit notre visite au Québec, par exemple, nous a permis effectivement de progresser dans notre vision, par exemple. Et au sein aussi de la vision éducative ou de la strate de la vision socio-éducative, je les réunis ici pour l'instant, il faudrait sans doute les distinguer, mais je pense que la question principale, c'est est-ce que finalement, les acteurs de la vision éducative au niveau ministériel ou au niveau de la strate de la vision sociopolitique plus large, est-ce que nous avons communiqué avec eux les actions que nous avons entreprises auprès de ces acteurs? Avons-nous eu l'occasion de co-construire avec eux des récits mobilisateurs plus contextualisés au niveau local, plus généraux, plus transférales et plus larges au niveau des strates supérieures?
Et plus largement, par exemple, puisque c'était un des objectifs du projet Ange, participons-nous à la construction d'un espace européen d'enseignement? Autant de questions que nous pouvons nous poser. En un mot, participons-nous à la construction d'un maillage collaboratif en multipliant progressivement les collaborations? Nous pourrons espérer augmenter le maillage collaboratif de l'ensemble du système éducatif. Deuxième proposition, c'est de travailler avec les opportunités de son environnement. Je rappelle, le niveau 1, c'est l'identification des opportunités. Connaissons-nous les opportunités de notre environnement? Si j'ai quelques responsabilités, la responsabilité comme enseignant, quelles sont les opportunités d'apprendre que j'ai mis dans la classe? Si je suis chef d'établissement, quelles sont les opportunités que j'ai placées dans l'environnement de mon établissement? Avons-nous identifié les opportunités des projets Ange? Classe Lab, expérimentation, réunion transnationale, output, référentiel de compétences, échange, entretien avec Jean Duchesne sont autant d'opportunités pour apprendre et faire apprendre. Donc, avons-nous identifié ces opportunités? Mais est-ce que les opportunités que nous avons identifiées, les avons-nous rendues le plus accessibles possible, surtout aux personnes, aux acteurs qui en ont le plus besoin? C'est un élément essentiel de la gouvernance. Ensuite, posons-nous la question de la valeur de ces opportunités identifiées et accessibles pour répondre à nos besoins contextualisés et améliorer nos pratiques. Et ensuite, quelles opportunités avons-nous réellement mobilisées et avec quels résultats? Et avec quelle analyse des résultats pour quelles décisions? Et cette mobilisation, effectivement, a-t-elle été efficace? Donc, autant de questions que nous pouvons nous poser et dont chacun d'entre nous avons une réponse partielle que nous avons intérêt à échanger et discuter en partenariat. Et enfin, et ce sera le dernier point que j'aborderai, il me semble que nous devons passer d'un travail professionnel solitaire, le modèle d'avant, à un travail professionnel solidaire. Prendre un exemple parmi d'autres, je pourrais prendre n'importe quel acteur. Les formateurs d'enseignants dans les établissements de formation, non seulement très souvent travaillent solitairement les uns à côté des autres, sans savoir ce que l'autre fait, mais ils travaillent aussi solitairement, même dans les échanges qu'ils ont au niveau, par exemple, des supervisions qu'ils assurent dans les établissements scolaires auprès des jeunes enseignants, en se mettant en position de sachant. Donc, ils sont solitaires vis-à-vis du maître de stage, par exemple, dans l'établissement, ou vis-à-vis de l'étudiant qu'ils sont censés superviser. Ce ne sont pas véritablement des accompagnateurs au sens précis et correct du terme, et ce faisant, la formation dans le lieu de travail, la formation continue étant beaucoup plus efficace que la formation initiale, comme les recherches l'ont montré, eh bien, cette formation continue, cet accompagnement sur le lieu de travail ne peut pas être véritablement efficace. Il ne peut être efficace que s'il y a un travail professionnel solidaire, qui devrait être le modèle d'après que nous avons à préparer. Ce que j'ai dit du formateur d'enseignants, on pourrait le dire pour chaque acteur proprement dit. Et je pense que nous devons passer de ce modèle d'avant, le travail professionnel solitaire, qui déjà est exceptionnel quand il réunit ici les interactions entre les trois bulles que vous voyez, hein,
le développement professionnel de l'enseignant, du chef d'établissement, du formateur, du chercheur, etc. Et se fait à travers, d'une part, d'une réflexion sur quelles ressources j'utilise pour agir, quelles ressources, quelles opportunités j'utilise pour agir, pour apprendre. Ce que je pense par rapport à ce que je vis dans ma pratique, par rapport à la mobilisation de ces ressources, et ce que je fais avec les ressources que j'ai, à travers les actions que je mène et les résultats que j'obtiens. Mon développement professionnel tient au questionnement, aux réponses que je donne à ces trois types de questions. Et ce faisant, je peux me développer fortement professionnellement, mais solitairement. Et donc, nous devons passer, me semble-t-il, de ce modèle-là au modèle d'après, à le préparer à un travail professionnel solidaire, où ce sont les mêmes trois bulles, mais les questions deviennent non pas ce que je, mais ce que nous utilisons pour agir et apprendre, ce que nous pensons vivons dans nos pratiques contextualisées, et ce que nous faisons et les résultats que nous obtenons dans nos contextes. C'est ainsi que se développe une organisation apprenante. On en parle beaucoup, mais on ne peut développer une organisation apprenante qu'à la condition qu'on se pose ces trois questions qui sont étroitement en interaction les unes avec les autres. Et donc, pour conclure, aveugles, paralytiques, sourds, associons-nous, yes we can, pour reprendre une expression bien connue. Vous savez, attendez, la dernière dia, si les chats parviennent déjà à faire ceci, la distance. Malheureusement, c'est une distance qui reste solitaire. Il reste maintenant ce que je trouve une image qui montre, nous pouvons le faire, mais pas solitairement, mais solidairement. Voilà, je vous soumets ceci à votre réflexion. Nous avons commencé avec une plateforme Moodle pour des élèves à distance qui étaient empêchés de venir à l'école pour différentes raisons, soit sportif au niveau, soit problème de maladie. Petit à petit, avec le projet Ange, nous avons élargi cette plateforme à un nombre d'élèves plus important et finalement, nous avons décidé avec les chercheurs avec leur conseil de nous cibler sur la classe inversée. Et cette méthode de travailler inconsciemment nous a préparés à la crise que tout le monde a vécue, la crise du Covid. Comment nous avons vécu la crise? Je peux dire que c'était une période très difficile, mais en même temps très enrichissante pour tout le monde. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a les collègues qui ne maîtrisaient pas bien les nouvelles technologies et qui ont appris à s'en servir. Il y avait d'autres collègues qui ont amélioré leurs capacités et à la fin, il y avait le groupe des plus expérimentés qui ont réussi à former de nouveaux modules, de nouvelles ressources. Après, je pourrais dire que c'était aussi l'occasion d'apprendre à travailler dans une équipe plus solidaire et mieux exprimée parce que chacun demandait des idées, des conseils à ses collègues. On était en contact permanent et on a pu découvrir des choses pour nous que nous ne connaissions pas jusque-là, même si nous travaillons depuis plusieurs années ensemble. Je dirais aussi deux mots à propos des élèves. Je pense que nous connaissons un peu mieux nos élèves maintenant parce que grâce à ces leçons et surtout au contact à distance que nous avons eu en dehors des cours obligatoires, nous avons pu
ouvrir la porte, si je peux dire, vers leur univers un peu privé. Ils avaient plus le courage de nous partager leurs angoisses ou bien leur joie, de nous poser des questions que souvent à l'école en présentiel, on n'a pas le temps de faire. Pour l'avenir, je donnerai de manière plus professionnelle la parole à mon collègue Nicolas, mais je voudrais reprendre l'idée de Jean-Marie de Quetel qu'il faut oser rompre avec les stéréotypes et il faut trouver le juste équilibre entre les bonnes pratiques de la leçon traditionnelle et toutes les opportunités, toutes les possibilités que les nouvelles technologies nous proposent. Je vais juste dire que nous avons saisi différentes opportunités pour revenir aussi à cette théorie que j'ai bien aimée. Donc, une des opportunités, c'était notre participation dans le projet Ange, parce que dans le cadre de ce projet, nous avons dû choisir un projet qui est qui relève des technologies, parce que c'est le titre de notre projet. Et donc, la classe inversée va bien avec l'utilisation et l'intégration des technologies, pas seulement, mais une grande partie. Puis, une autre opportunité, c'était l'existence d'un projet qui venait du ministère, donc du TOP, et dans lequel nous avons participé. Et donc, nous avons choisi le même projet pour participer dans ce projet national. Il y a eu beaucoup d'autres opportunités, beaucoup d'autres raisons pour choisir ce projet. Je vais juste ajouter le cas du coronavirus, qui était encore une belle opportunité pour le développement de notre projet. Si je dis sans trop réfléchir, qu'est-ce qu'on a fait avec la classe inversée pendant la période du confinement, quand on assurait la continuité pédagogique, ben, je pourrais dire tout de suite, sans trop réfléchir, on n'avait rien à inverser parce que tout se passait à distance. Donc, il n'y avait pas de présence pour inverser. Mais finalement, quand on réfléchit un peu mieux, donc on se rend compte qu'en fait, la présence, elle existait parce que nous avons eu régulièrement des visios avec nos élèves. Donc, on travaillait, chaque enseignant travaillait en synchrone. Et comme c'était aussi dit dans la présentation, on a transposé ce qu'on faisait à l'école, on l'a transposé à distance, ce qui n'est pas peut-être la meilleure des choses, mais c'était une possibilité pour agir, pour réagir à cette situation. Donc, je peux dire que la classe inversée, ce que nous avons fait déjà, les compétences que nous avons pu acquérir, grâce aussi à nos encadreurs de l'équipe des chercheurs, nous avons pu assurer un enseignement en asynchrone, ce qui manquait normalement à nos collègues. Donc, on a pu utiliser nos compétences en technologie, nos compétences aussi en pédagogie pour imaginer, pour créer plutôt des différentes activités pédagogiques à utiliser par nos élèves en asynchrone. Et à mon avis, c'est une des côtés très positifs de notre projet Ange pour la période du confinement et de la formation à distance que nous avons dû proposer. Je pense qu'au niveau de la gouvernance, on a appris pas mal de choses. D'abord, chacun a su gouverner son équipe à lui. On a pu mieux contacter avec nos chefs d'établissement et on a pu transposer un modèle nouveau dans la vie de l'école en général.
J'ai répété à plusieurs reprises que le modèle d'une gouvernance horizontale est déjà une réalité dans notre lycée et c'est un exemple que chacun peut essayer d'impliquer dans son école et de voir que les résultats ne vont pas tarder. Même les élèves ressentent mieux cette façon de gouvernance ou je dirais même de collaboration entre nous tous. Ce projet qui avait été mis en place à la fois d'enseignement distanciel et puis dans un second temps de classe inversée à Bourgas, évidemment, il préparait de fait les équipes enseignantes, la gouvernance, mais aussi les élèves à la période de pandémie qu'on a vécue. Et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aussi observé en France, dans les réseaux d'enseignants qui travaillent autour de la classe inversée, puisque en France, il y a un réseau assez structuré autour d'enseignants assez structuré autour de la classe inversée. Et effectivement, on voit bien que les enseignants qui avaient mis en place la classe inversée, des réseaux d'enseignants de classe inversée, étaient mieux préparés que les autres au basculement distanciel qu'on a vécu pendant les périodes de confinement. Pour la raison que Nicolas y a très bien expliqué, hein, de manière tout à fait limpide. Et la stratégie qu'il décrit, c'est une stratégie que moi j'ai observée de nombreuses fois aussi en France. C'est-à-dire tout simplement, quand on faisait de la classe inversée, on pouvait maintenir la scénarisation pédagogique qu'on avait imaginée, mais en remplaçant les séances de présentiel par de la visio-synchrone. Et donc, ce qui permettait d'avoir une transposition à distance qui soit pas trop compliquée à réaliser, alors que pour beaucoup d'enseignants qui tout d'un coup basculaient dans le distanciel sans l'avoir anticipé, le fait de scénariser des enseignements était très compliqué et amenait un petit peu, comme Jean-Marie le disait, à finalement revenir à un positionnement très transmissif. Pour nous, pourquoi est-ce qu'on a finalement commencé le projet Ange? C'était finalement pour créer un cadre de développement au sein de notre établissement. On savait bien que le numérique était là, qu'il était à disposition, mais encore fallait-il trouver les meilleurs moyens pour mettre en pratique ce que nous avons à disposition. Donc, il fallait sortir de nos quatre murs également pour voir ce qui se passe dans d'autres écoles et d'abord pour s'inspirer, mais également pour se comparer avec d'autres établissements scolaires. Donc, s'inspirer au niveau des méthodes, au niveau des outils, pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre nous encore en plus aux moyens à disposition des élèves pour qu'ils puissent encore s'enthousiasmer encore plus et travailler et apprendre encore plus par eux-mêmes. Voilà, donc motiver finalement les élèves, c'était un de notre but également, motiver en même temps les enseignants. Donc voilà, et puis voilà, dernier mot à cela, à rajouter, c'est profiter finalement des expériences sur le terrain des autres écoles. Voilà, alors au niveau des leviers, on n'en a pas encore trop parlé, mais finalement, tous ces webinaires, tous ces exposés étaient super importants, mais également les échanges informels entre nous, enseignants, directeurs d'établissement, chercheurs, etc. Donc, vraiment profiter des temps mis à notre disposition pour discuter librement, sans aucune contrainte, finalement, avec d'autres gens. Ça permet évidemment aussi de se comparer et de s'inspirer dans un autre cadre, dans un cadre plutôt informel. Et puis, on se rend compte finalement aussi que ça crée une certaine atmosphère positive, une certaine confiance entre nous et finalement un certain dynamisme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Voilà, donc en plus, c'est important de pouvoir s'arrêter à des moments pour vraiment s'autocritiquer, prendre le temps que nous n'avons pas en règle générale quand on travaille.
Voilà, et puis profiter des opportunités finalement, hein. C'est ce que vous aviez dit, Jean-Marie, et je le confirme. Alors, au niveau des difficultés, parlons du temps, parlons du matériel, de l'infrastructure, du personnel, du nombre de personnes disponibles. Donc, je pense que tout établissement scolaire qui travaille sur un projet va comprendre de quoi je parle. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Covid nous a apporté? Ben, finalement, on était déjà dans une phase de première expérience qu'on a pu alors développer encore plus. Ce qui m'avait frappé, puis qui restera une grande force, c'est la vision. C'est-à-dire que la gouvernance a une vision, des préoccupations, puis une très grande intégration, une collaboration avec les enseignants. Alors, on sentait qu'il y avait des liens très étroits entre les enseignants et les chefs d'établissement. C'est peut-être dû au fait que c'est un petit établissement, mais il reste que les liens, on sentait qu'il y avait une belle collaboration. L'autre élément, c'est aussi les liens très étroits avec les entreprises et le marché du travail, ce qui fait en sorte qu'il y avait là aussi de belles opportunités. Et Jean-Marie a souligné l'idée d'opportunités ici. Il y avait beaucoup d'opportunités à saisir. Et je ne suis pas étonnée, Martina, que vous êtes déjà dans la planification, puisque une fois qu'on a une vision, ben c'est pas étonnant qu'il y ait un enchaînement. Ma préoccupation, en tout cas, quand on a vu, c'est toujours le coût, les choix, les bons choix, ça reste des éléments que tous les établissements ont à se questionner. Nous-mêmes, on a eu ces préoccupations-là. On est dans ça aussi parce que le COVID-19 nous a amené à utiliser une panoplie de plateformes et on a étourdi les étudiants. Alors là, on est en train de se poser la question, qu'est-ce qui est bon pour les étudiants? Il faudra peut-être avoir un meilleur choix de plateforme, en cibler une ou deux, pas plus, puisque beaucoup d'enseignants allaient vers un choix assez multiple de plateformes. Et ça faisait en sorte que les étudiants avaient l'impression d'être dans une faune assez incompréhensible de plateformes à utiliser, de méthodes, de cultures différentes. Alors, il y a une appropriation collective qui doit être faite. Et là, on revient à l'idée de solidarité, pas travailler solitaire, mais d'être solidaire comme les enseignants entre eux pour des choix appropriés, pour des outils qui sont adaptés aux étudiants. Pour ce qui est de chez nous, pour la COVID-19, ça a amené quelque chose d'assez heureux. Ça a forcé tous les conseillers pédagogiques à travailler ensemble. Jadis, c'était le conseiller qui était responsable de la technologie qui travaillait. Maintenant, les conseillers pédagogiques ont tous travaillé ensemble pour assurer la continuité pédagogique. On a une plateforme qui a été créée et la gouvernance a réalisé les besoins qu'on avait sur la question de la technologie et de l'expertise technologique, si bien qu'on aura à l'automne un nouveau conseiller qui s'ajoute. On a des ressources additionnelles pour accompagner les enseignants dans leurs choix stratégiques pour ce qui est de l'utilisation des TIC et du numérique en situation d'enseignement ou en situation d'apprentissage. Alors ça, c'est très, très bon. C'est des acquis positifs face à ça. Et ça a aussi mobilisé tous nos enseignants du CAPTIC qui ont donné des démonstrations, des formations. Et il y a eu aussi une très, très belle participation et collaboration de tous nos enseignants qui est au CAPTIC, du Centre d'apprentissage des technologies en communication, qui ont fait un boulot extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont donné des formations aux enseignants, eux-mêmes enseignants en donnant des formations aux enseignants, ont accompagné des enseignants pour faire en sorte que la continuité pédagogique se poursuive. Alors, on a eu beaucoup d'initiatives diverses du cégep, au sein du cégep, par les conseillers pédagogiques, par les enseignants, par le CAPTIC, pour accompagner tout le monde. Et on a donc travaillé sur une logique de solidarité forte pour faire en sorte que la continuité pédagogique existe. Ce qui était au cœur du projet Ange à chaque fois, c'était la question de qui collabore, qui échange, qui
dirige, mais enfin, c'est pas le mot en tout cas, qui collabore dans le sens de la création et de l'émergence d'un projet. Ça, c'était un premier axe. Quelles sont les infrastructures dont on peut bénéficier, qui sont à disposition ou qu'on peut aménager? Et puis le troisième axe, c'était les outils, évidemment. Quels outils technologiques on a à disposition? Où est-ce qu'il faut investir? Comment les investir? Je crois que c'était les trois points qui sont revenus sur les 4 classes lab et qui étaient évidemment éclatants avec Saint-Vith. J'ajouterai quelque chose à la prise de parole de Michel qu'elle n'a pas mentionné, mais qui me permet de rebondir aussi sur quelque chose que tu as dit, Jean-Marie, c'est la question de l'élève, parce que l'élève, il est au centre à Saint-Vith. Ils ont été présents, ils nous ont présenté beaucoup de choses quand on est allé là-bas. Ils ont beaucoup pris la parole et on voit très très bien dans l'analyse qu'on a pu conduire de cet établissement et de son fonctionnement, c'est que l'élève est d'autant plus au centre qu'on est dans une institution de formation professionnelle, donc que l'élève est en partie dans l'entreprise et que du coup on compte aussi beaucoup sur lui pour nous dire ce qu'il se passe dans l'entreprise, quels sont les besoins de l'entreprise et du monde professionnel. Donc il est un relais et un nœud tout à fait essentiel du système pédagogique, on va dire, qui est mis en place dans cet établissement. Donc on voit bien Erich, Martina, Thomas et les autres les écouter et tirer parti finalement de leurs compétences et de se positionner à cet endroit. Et je crois, Jean-Marie, que ton exposé disait très très bien, l'endroit qui est attendu depuis fort longtemps de la part de l'enseignant, qui est un endroit non plus de transmission de connaissances, tu le disais, en top-down, mais d'être davantage un médiateur ou un facilitateur de mise en circulation des connaissances et des compétences. Et on le voit très très bien avec l'élève aujourd'hui, qui généralement a de bonnes compétences avec l'outil numérique, plus d'un point de vue pratique d'ailleurs que d'un point de vue culturel, réflexif ou critique. Et donc le rôle de l'enseignant médiateur, comme je l'appellerai ici, eh bien, c'est d'animer en fait cette maîtrise technique de l'outil pour déployer un discours critique, disons de vigilance ou un rapport culturel avec les technologies qui me semble tout à fait essentiel. Le rapport écologique, durable et social qu'on doit entretenir avec la technologie. Il me semble qu'il y en a qui ont bénéficié très largement de la situation, pour ne pas les nommer les GAFAM, comme on les désigne habituellement, qui ont eu beaucoup d'avantages à tirer de cette situation, là où nous, pédagogues, nous avons un rapport critique à déployer vis-à-vis de certains outils qui sont parfois très utiles, mais il existe des solutions alternatives, open source, libres, durables, raisonnables, qui pensent leur rapport écologique et social. Et donc, du coup, il faut se préoccuper de ces outils et peut-être davantage les pointer du doigt, les nommer et les utiliser plus que ceux qui nous arrivent tout cru dans le bec. La chose que je retiens du projet Ange et qui était finalement l'hypothèse de départ, c'est d'avoir inventé un modèle de gouvernance qui est le modèle ClassLab. Ce que j'en retiens, c'est que dans le modèle ClassLab, on est en partenariat entre des institutions du supérieur, et là, dans le cadre du projet Ange, des institutions du secondaire, ça aurait pu être des institutions du primaire, hein, et que cette relation de partenariat, elle est tout à fait fructueuse, hein. En tout cas, de mon point de vue d'enseignant-chercheur dans le supérieur, évidemment, c'est très très riche d'entendre les collègues du secondaire, de voir ce qu'ils mettaient en œuvre, et j'espère que, voilà, que l'enrichissement est réciproque. Voilà, donc un modèle de gouvernance qui a été inventé finalement dans le cadre de ce projet-là. Et donc ça, c'est s'il y a une chose à retenir de Ange, c'est ça, c'est d'être parvenu à créer ce modèle de gouvernance et de le faire exister. Donc j'espère qu'il fera des petits, il sera repris dans le cadre d'autres projets.